Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Comment mesurer la capacité d'innovation d'une entreprise ? Alors, il existe un proverbe bien connu chez les entrepreneurs qui est « L'innovation consiste à transformer des idées en factures ». En effet, tant qu'une idée reste confinée dans une salle de comité de direction, ce n'est qu'une idée par définition. Ce n'est que le jour où elle devient une offre proposée sur un marché pour laquelle les clients sont prêts à payer qu'elle devient alors une innovation. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Partant de ce constat, comment peut-on mesurer la capacité d'innovation d'une entreprise ? L'important, c'est déjà de revenir sur ce que c'est vraiment que l'innovation. Oui, alors qu'est-ce qu'une innovation est, mais surtout, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Voilà, c'est ça le point important, vous avez raison. L'innovation, déjà, c'est pas la créativité. Si je dis, tiens, vous êtes une personne très créative, ça veut dire que vous avez beaucoup d'idées, a priori, des idées neuves. Mais maintenant, si je dis, ah non, vous êtes plutôt quelqu'un de très innovant, ça veut plutôt dire que vous avez une capacité à mettre en œuvre des idées. D'où le proverbe que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est l'innovation, ça consiste à transformer les idées en factures. Or, il y a un certain nombre d'indicateurs qui mesurent en fait plus la créativité que l'innovation. Il y en a un qui est très classique, c'est votre pourcentage en fait de votre chiffre d'affaires que vous allez investir en recherche et développement. Il y a beaucoup de classements qui vont mesurer en fait la capacité d'innovation des entreprises en fonction du pourcentage de leur chiffre d'affaires, en gros de ce qu'elles ont comme argent, qu'elles investissent en recherche et développement. Le problème, c'est que la recherche et développement, ça vous donne au mieux des idées. Le processus de la recherche, d'ailleurs, si vous regardez bien, en entrée dans le processus de recherche, on a des budgets de recherche, et en sortie, si tout va bien, on a des idées nouvelles. Donc, en fait, la recherche, c'est un processus qui transforme de l'argent en idées. Alors que l'innovation, vous l'avez très bien dit tout à l'heure avec le proverbe, c'est exactement l'inverse. Ça transforme les idées en argent. Alors pourtant, il y a quand même certaines entreprises de haute technologie, notamment par exemple dans l'informatique, l'aérospatiale, les télécoms, qui consacrent plus de 10% du revenu chaque année en recherche, en fait. Bien sûr. Alors traditionnellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les entreprises de haute technologie. Les secteurs de haute technologie, c'est ceux qui investissent plus de 10% au niveau de toute l'industrie, en fait, en recherche. Donc là, il y a un enjeu d'innovation, on imagine. Il y a un enjeu, effectivement, qui est donné par l'industrie, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ces industries, c'est pas forcément ceux qui investissent le plus en R&D qui ont les positions concurrentielles gagnantes. Dans l'informatique, qui est effectivement une industrie dans laquelle on investit traditionnellement beaucoup en R&D, si vous regardez qui a occupé historiquement les postes de leader en fait dans l'industrie informatique, ça va de IBM avec une approche commerciale extrêmement bien vue auprès du B2B, à Apple avec une approche de design extrêmement bien faite, mais pas des gens qui se sont distingués par une capacité d'innovation particulière, en tout cas de créativité particulière. Et d'ailleurs, l'entreprise de l'informatique qui investit le plus en R&D par rapport à son chiffre d'affaires, c'est Microsoft. Et Microsoft, on les voit pas trop. En fait, on les cite pas trop en général comme des entreprises particulièrement innovantes. Donc, investir massivement en R&D, ça vous donne des idées, mais ça n'est pas la garantie. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront appliquées. Voilà, tout à fait. Pour faire simplement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en tout cas, la R&D n'est pas forcément un levier en termes de développement de l'innovation. Alors, il y a un autre critère aussi qui est tout aussi peu pertinent, selon vous, c'est le nombre de brevets déposés chaque année. Pourquoi ? Est-ce que c'est la même logique, finalement ? Alors, on va un cran plus loin, parce que quand vous développez un brevet, c'est que vous êtes capable d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon une preuve de concept. Vous avez un prototype que vous pouvez montrer. Mais ça ne veut pas dire que vous le vendez. Alors ça touche surtout les entreprises pharmaceutiques et cosmétiques, par exemple. Aussi. Oui. Elle communique là-dessus. Elle communique sur le fait qu'elle dépose beaucoup de brevets. Alors, il y a une raison toute bête pour le pharmaceutique, c'est que leurs produits sont remboursés par l'État, donc il faut qu'ils démontrent qu'ils ont beaucoup travaillé en termes de R&D et en termes de brevets, justement, pour obtenir de meilleurs remboursements. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, donc
ils veulent obtenir un remboursement élevé. Et puis les entreprises de cosmétiques, parce qu'elles aiment bien se rapprocher de l'image de la pharmacie qui fait très sérieux. Mais c'est pas parce que vous déposez des brevets que vous allez les appliquer, là encore. Si vous regardez à l'Office européen des brevets, il y a un pourcentage en fait assez faible des brevets qui sont déposés, qui sont suivis d'effets. Ce n'est pas parce que vous avez déposé un brevet que vous avez une innovation. Si vous avez déposé un brevet, vous avez en fait une invention. L'invention, c'est le fait que vous avez un prototype. Maintenant, ce prototype sera-t-il effectivement mis en œuvre, commercialisé dans votre entreprise ? Il n'y a rien qui le dit. C'est pas parce que vous avez un brevet que vous allez le faire. Dès lors, alors, qu'est-ce qui fonctionne ? Comment mesurer efficacement le degré d'innovation d'une entreprise si tous les critères qu'on connaît, tels que le budget de recherche et de développement ou le dépôt de brevet, ne sont à vos yeux pas tellement pertinents ? Le seul critère, à mon avis, qui mesure véritablement votre capacité à transformer des idées en factures, c'est de regarder, en fait, quelle est la part de nouveauté dans votre activité chaque année. On peut aller même plus loin. Regardez, par exemple, quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est fait avec des offres que vous n'aviez pas il y a 4 ou 5 ans. Alors, on parle en termes de chiffre d'affaires ou en nombre d'offres ? Alors, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. L'exemple que je vous ai donné là, il a été développé par l'entreprise 3M. Vous savez, celle qui fait le post-it, le scotch, etc. Ils font beaucoup d'autres choses. Ils font aussi les revêtements des écrans de nos ordinateurs qui permettent d'avoir une meilleure luminosité et d'utiliser moins de batterie. Donc, ça augmente la durée des batteries. Enfin, ils font plein de choses, ces gens-là. Et 3M, c'est une entreprise qui fait à peu près 40 milliards, 50 milliards. Et ils se sont donné à un moment un objectif donc, qui était de renouveler fréquemment leur offre parce que, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce qu'ils vendent qui peuvent être assez facilement copiées par des concurrents. Et donc, ils veulent toujours renouveler leur offre. Et le critère qu'ils se sont donné, c'est chaque année, 20% de notre offre doit être faite avec des produits qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Donc, en termes de nombre de produits. Là, alors, ça peut être en nombre de produits, ça peut être en chiffre d'affaires. On pourrait aussi dire ça peut être aussi en marge, ça peut être en plein de choses. Pourquoi 4 ans, pourquoi 5 ans, pourquoi 6 ans, pourquoi pas 1 an ? C'est ce qu'on veut. Oui, en tout chaque cas, entreprise définit son absolument, propre critère. En fonction de la vitesse de son industrie, en fonction de qui vous êtes. Mais ce qui est très intéressant sur cette mesure-là, c'est que ça mesure véritablement, en fait, votre capacité à transformer des idées en facture, ce qui est vraiment l'innovation, à passer à l'acte. En fait, l'innovation, c'est un passage à l'acte. L'innovation, ça se passe dans les mains. D'accord ? La créativité, ça se passe dans le cerveau. L'innovation, ça se passe dans les mains. Avoir des tonnes d'idées, si vous en mettez aucune en œuvre, ça sert à rien en termes de business. Ça sert à rien. En revanche, à la limite même, prendre les idées des autres, mais les transformer en facture, ça va être de l'innovation. Au passage, c'est un petit peu ce que font nos amis d'Apple. Hein. Je rappelle que Apple, en termes de pure créativité, aucune des technologies qui est commercialisée par Apple, ils en ont vraiment été inventées par Apple. Ils rachètent beaucoup d'entreprises, ils rachètent des technologies, ils rachètent des choses. En revanche, après, ils ont une capacité absolument extraordinaire à transformer ces idées en facture. Donc, ils respectent bien la définition qu'on a donnée dès le départ, ils transforment les idées en facture. La petite astuce, c'est que c'est pas forcément leurs idées à eux. Mais il n'y a rien qui dit que ça doit être vos idées à vous, en fait. Et 3M, justement, a conceptualisé cette idée par un terme qui s'appelle l'indicateur de vitalité. Oui, voilà. 3M, c'est des gens très intéressants à observer parce que ils ont vraiment beaucoup réfléchi à ce que c'est que l'innovation. Et je conseille d'ailleurs de regarder ce qu'a fait 3M, c'est sur un accès sur le web, de regarder ce qu'ils ont fait en termes de mesures, de comment favoriser l'innovation. C'est eux, notamment, qui ont été les très grands défenseurs de l'intrapreneuriat, des choses comme ça. Et vraiment, ils sont allés très loin avec des produits qui n'ont pas la réputation d'être particulièrement technologiques pour le grand public, en tout cas. Et c'est là que c'est très intéressant. D'ailleurs, si on est bien sur cette logique de taux de nouveauté que vous avez dans votre activité, ça pousse à reconsidérer, en fait, ce que sont véritablement les industries innovantes. Si vous demandez quelles sont les industries innovantes, les gens vont vous dire, tiens, l'aéronautique, c'est super innovant, ça, l'aéronautique. Pas tant que ça, en fait. Parce que si vous regardez bien dans l'aéronautique, un avion, ça a une carrière de plusieurs décennies. Il y a une blague qu'on raconte quelquefois pour les ingénieurs qui sortent des écoles d'aéronautique, c'est que vous sortez de l'école, vous rentrez sur le début du projet, du prototype d'un nouvel avion. Quand vous partirez à la retraite 40 ans plus tard, l'avion, il est toujours en activité. Les avions de la patrouille de France, par exemple en France, je crois qu'ils ont été finalisés en 1950 ou 1960, quelque chose comme ça. Ce sont des très vieux avions, en fait. Et en fait, c'est une industrie dans laquelle il y a relativement peu de nouveautés dans l'activité. En revanche, si je prends un exemple complètement différent, si vous prenez tout ce qui est agroalimentaire, il y a une capacité à mettre sur le marché des nouveautés en permanence qui est stupéfiante. Un exemple totalement orthogonal avec l'aéronautique et auquel je suis certain personne n'associe jamais l'idée d'innovation, c'est le yaourt. Vous regardez le rayon yaourt dans un hypermarché, il y a facilement la moitié des produits qui n'existaient pas il y a 2 ans.
C'est un taux de renouvellement des produits du fait de l'intensité concurrentielle dans cette industrie-là qui est stupéfiant. Alors évidemment, ils vont pas réinventer la Lune à chaque fois. Ils rajoutent des choses, ils enlèvent des choses, ils mélangent des choses, etc. Mais il y a cette volonté permanente d'avoir de la nouveauté dans leur activité. Et ça, c'est effectivement de l'innovation. Est-ce qu'on a des profils différents justement entre ceux qui trouvent les idées et ceux qui arrivent à créer cette transformation finalement de transformer les idées en produits commercialisés ou commercialisables? Alors, profil au niveau des entreprises, assez clairement. Vous avez des entreprises de geeks qui ont été faites par des gens qui sont très très loin dans la recherche, etc., mais qui savent pas comment les commercialiser. Donc là, on est sur l'idée, mais on n'est pas sur la commercialisation. À l'inverse, vous avez des entreprises, malheureusement un peu moins fréquentes en France et plus fréquentes aux États-Unis, de gens qui sont excellents pour aller commercialiser des idées des autres, en fait. Et donc là, on a des profils d'entreprises. Maintenant, il y a des profils d'individus aussi. Alors, et en tant qu'individu, justement. Ah, bien sûr. La personne qui est vraiment passionnée par l'aspect purement scientifique de ce qu'elle fait, en général, s'intéresse, je généralise, relativement peu à la commercialisation de tout ça. C'est pas vraiment la noblesse de son art. Ça va plutôt être donc de rester sur les idées et de pas aller sur l'action. Maintenant, tout est noble. Évidemment, si personne n'a d'idées, il y aura plus d'innovation. Mais c'est pas forcément les mêmes. Et il peut y avoir un risque, notamment dans un pays comme la France, où développer énormément d'idées, d'investir massivement dans la recherche, quoique malheureusement on investit de moins en moins, ça ne veut pas dire qu'on va être les meilleurs en innovation, parce qu'on va développer des idées qui vont être utilisées par d'autres. Alors, si je vous comprends bien, plus le pourcentage de produits ou de chiffre d'affaires qui émanent en fait d'offres nouvelles, qui n'étaient pas commercialisées quelques années auparavant, est élevé, plus cela prouve que vous avez une bonne capacité à transformer les idées en factures. Ben. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire élevé, ce pourcentage, et ce que veut dire que le pourcentage doit être assez élevé? Quand on dit assez élevé, à partir de quel pourcentage cela devient-il significatif? Pas de réponse absolue à une question comme celle-là, mais vous avez des industries dans lesquelles c'est vraiment stupéfiant. On parlait d'Apple tout à l'heure. Apple remplace ses téléphones tous les ans. Alors vous allez me dire, c'est un peu toujours le même. Oui, mais c'est quand même un nouveau téléphone. Et donc, on peut dire, si on regarde uniquement l'activité Apple téléphone, smartphone, ils font pas loin de 80% certainement de leur chiffre d'affaires avec un produit qu'ils n'avaient pas l'année d'avant. Et d'ailleurs, ils remplacent aussi leurs ordinateurs à peu près à la même vitesse. Et donc, là, on est sur des chiffres qui sont extrêmement élevés. Et c'est pas un hasard de présenter Apple comme un exemple d'entreprise innovante, parce qu'ils sont vraiment sur un taux de renouvellement qui est très élevé. Attention, là encore une nouvelle fois, ça veut pas dire qu'ils réinventent tout à chaque fois. Il n'y a rien dans la définition qui dit que vous devez tout réinventer. Nouveau, ça peut vouloir dire, vous avez changé quelques détails, vous avez changé un format, vous avez changé la taille de la mémoire, vous avez changé des choses. Et ça, c'est une maladie, là encore, un peu française, quelquefois, de penser qu'une innovation n'est pure que lorsqu'elle est révolutionnaire. Non, elle est intéressante lorsqu'elle se vend bien. Donc pas forcément innovation de rupture pour pouvoir... C'est pas nécessaire. Vendre... C'est pas nécessaire. Ça peut être important dans certains cas, mais c'est pas indispensable. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. Je vous en prie. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!